monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bel et Bien. Alors c'est vrai que le week-end commence toujours bien quand, comme moi, on a la chance d'être à côté du grand maître du bien-être, le magnifique et tellement sexy et intelligent Ali Rebéi. Là, ce que je viens de faire, c'est de flatter Ali, parce qu'après j'ai un service à lui demander. Voilà. Donc en fait, en gros, je le manipule. Qu'est-ce que je veux dire? Mais l'air de rien. J'avais bien remarqué, Agathe, d'ailleurs. Savez-vous, comme moi, repérer ceux qui tentent de vous amener insidieusement à leur fin? Ou au contraire, êtes-vous celui ou celle qui manœuvre dans l'ombre? En d'autres termes, êtes-vous la marionnette ou le marionnettiste? Vous l'avez compris, ce matin, on va tenter de répondre à la question suivante. Sommes-nous tous des manipulateurs? Et surtout, on va vous apprendre à maîtriser cet art omniprésent dans toute notre vie quotidienne. C'est-à-dire, on va vous aider à détecter les manipulateurs pour éviter de vous faire piéger. Et pour y arriver, laissez-moi vous présenter ceux qui manipulent leur savoir avec brio. La seule chose qu'il a manipulée dans sa vie, ce sont des livres de psychiatrie. Saint Christophe André est avec nous. El Amadou s'est témoin d'une douce voix pour recueillir leurs confessions les plus intimes. Marie-Treille Stéphanie, bien sûr. Il ne s'est jamais servi de son piano pour draguer une fille. Oh non, ce n'est pas son genre. André Manoukian est là. Elle manipule la matière bien-être avec une dextérité inégalée. Elsa Wolinski, il est beau, il est fort, il est génial. Et ça, je suis obligée de le dire parce que c'est lui qui a écrit ce lancement. Stan Gusman, c'est la vraie manipulation. Alors, sommes-nous tous des manipulateurs? Et comment maîtriser les codes de la manipulation pour mieux vivre son quotidien? Les réponses de Christophe André dans un instant, juste après le sommaire de votre magazine Bien-être. Il a fait de la manipulation son métier. Ce matin, nous recevons le meilleur des mentalistes français, Victor Vincent, qui nous fera la démonstration de ses talents en plateau. Consommatrices, consommateurs, nous nous faisons manipuler par la grande consommation. Et pour parler de toutes ces techniques marketing qui nous poussent à l'achat, le spécialiste Olivier Dauvers est avec nous. On recueille également le témoignage d'une personne victime de manipulation au sein de son couple. Elle va nous parler de l'emprise quotidienne d'un pervers narcissique. Et croyez-moi, ça fait froid dans le dos. Face à la vérité, ils arrivent toujours à s'en sortir. Et voilà, ils vont adopter un discours qui n'est plus cohérent, quitte à inventer complètement des choses pour s'en sortir. Et pour débuter cette émission, je vous propose un petit tour du monde de la manipulation avec notre explorateur Stan Gusman. C'est le tour du monde en 80 secondes. « 80 secondes d'image internationale pour vous faire découvrir une nouvelle technique de manipulation qui gouverne votre esprit à l'insu de votre plein gré, comme dirait l'autre, le nudge, qu'on pourrait traduire par coup de coude en français. Et pour vous en parler, je vous emmène d'abord à Amsterdam, là où il a été popularisé avec, vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux, cette fameuse mouche peinte au fond des urinoirs. Ce nudge a été créé dans les années 90 pour inciter les hommes à bien viser lorsqu'ils urinent, car avouons-le, on est loin d'être des snipers dans cet exercice. Une astuce qui a permis de baisser les dépenses attribuées à l'hygiène des sanitaires de 80% à l'aéroport d'Amsterdam. Vous l'avez compris, les nudges comme celui-ci sont des techniques qui influencent nos comportements de façon vertueuse au départ, sans même que nous en ayons conscience. Un concept scientifique théorisé par Richard Thaler, prix Nobel d'économie, rien que ça. Alors depuis, le concept s'est exporté dans le monde entier à des fins sécuritaires, sanitaires ou environnementales. Petit tour du monde du nudging et cette fois destination Stockholm. Alors à Stockholm a été créé le piano escalier. Vous allez voir les images. Il a été créé, ce piano escalier, pour inciter les usagers à faire plus d'exercices et éviter qu'ils empruntent systématiquement l'escalator à côté. Miracle de ce nudge, plus 70% de fréquentation sur les marches du métro. Regardez la différence, regardez le avant-après, c'est flagrant. Voilà, avant. Et puis une fois que le piano escalier arrive, miracle. Incroyable, ça fonctionne. D'autres pays s'en sont inspirés, comme ici en Inde, où l'on vous fait compter les calories perdues à chaque fois qu'une marche est grimpée, c'est malin, ou encore dans le métro d'Hambourg, transformé en piste d'athlétisme. Il me semble qu'il y a aussi d'autres nudges qui ont pour vocation de sauver la planète. Ah, vous savez tout, Agathe. Oh oui, je suis très cultivée. Et c'est à Londres où tout a commencé. Nous sommes en 2015 et pour inciter les fumeurs à ne pas jeter leurs cigarettes dans la rue, la municipalité a installé ce genre de cendrier, regardez.
On vous demande à chaque fois de voter pour votre joueur préféré en y déposant votre mégot. Résultat, 20% de mégots en moins dans les rues. Alors, on pourrait en faire de même chez nous avec ce genre de cendrier. Je suis sûr que ça cartonnerait, regardez. Par exemple, dans ce cas-là, vous mettrez votre mégot où, André ? Moi, je mettrais 2 cigarettes. C'est plus simple, exactement. Alors, il paraît aussi qu'il y a certains nudges qui peuvent nous sauver la vie, carrément. Oui, rien que ça. Et pour ça, il faut se rendre en Islande. Là-bas, les passages piétons que vous allez voir en image, ils sont en 3D. Pour 1, inciter les conducteurs à ralentir et 2, pousser les piétons à les emprunter. C'est un peu le double effet. Alors, c'est 2 fois plus cher qu'un passage piéton classique, mais à leur approche, on note une baisse de 35% de la vitesse des automobilistes. Alors, les nudges posent bien sûr des questions éthiques. Où se situe notre libre arbitre face à ce concept et à quel point sommes-nous manipulés dans nos prises de décision ? Christophe, qu'en pensez-vous ? Je pense le plus grand bien de ce qu'on vient de voir. Les nudges, au fond, c'est des manipulations collectives pour le bien public. Après, évidemment, vous savez qu'il y a un détournement de ces nudges par les firmes qui ne cherchent pas forcément le bien public, mais leur bien en termes de profit, et qui utilisent la même chose, mais c'est ce qu'on appelle des sludges, c'est-à-dire des incitations à consommer tel ou tel produit de telle ou telle manière. Et donc, ça nous ramène à la définition et à la problématique de la manipulation. C'est finalement qui manipule et dans quel but. Rastan, vous nous avez fait voyager. Stan, c'est dingue. Et c'est gratos en plus. Et vous avez un beau t-shirt. Oui, C'est exactement. votre association. Exactement. Commandez ces t-shirts. Tous les fonds sont reversés à l'Institut du cerveau pour lutter contre les maladies du cerveau comme les cancers ou Alzheimer. Merci en tout cas. On va enchaîner avec notre dossier du jour. Sommes-nous tous finalement des manipulateurs et surtout, quels sont les codes de la manipulation ? Alors, celui qui n'a jamais manipulé, eh bien que celui-ci me jette le premier mug dans la figure. Hein ? On a tous manipulé autour de cette table. Quand vous avez demandé à vos amis de vous aider à déménager, quand vous essayez d'inciter vos enfants à manger des brocolis, qu'on le veuille ou non, la manipulation est omniprésente dans nos vies, dans la vie quotidienne, quand on fait ses courses au supermarché, quand on regarde les pubs à la télé ou dans les émissions de télé-réalité où l'on parle sans arrêt de stratégie. Sans oublier évidemment la manipulation amoureuse, qu'on appelle aussi séduction. Alors ça veut dire quoi, manipuler quelqu'un ? La manipulation est-elle forcément négative ? Elsa qui me regarde avec ses yeux perçants. Non, parce que je vais vous dire, quand j'ai préparé l'émission, je me disais que j'avais été vraiment très manipulée. Et en vous écoutant, je me dis, mais oui, moi aussi, j'ai manipulé. Mais évidemment. grave, Et tu n'as surtout, même pas idée comment et tu surtout m'as manipulé. où commence la manipulation perverse ? Rappelez-vous de ce film talentueux, Monsieur Ripley, je ne sais pas si vous vous en bien souvenez. sûr, bien sûr. C'est assez flippant. Ce matin, en tout cas, on va vous aider à décrypter cet art inhérent à la vie en société, car la manipulation est quotidienne, et ce n'est pas moi qui le dis, mais le publicitaire Jacques Séguéla en 1987. Jacques Séguéla, je crois que vous n'avez pas peur d'associer culture et manipulation. Manipulation, c'est un mot qui ne vous fait pas peur. Oui, je crois que nous nous manipulons tous. Hein. Vous êtes en train de me manipuler avec vos questions, et moi je les manipule, eux, là, qui nous regardent, pour qu'ils aiment la pub. Mais la manipulation, il faut bien la connaître pour ne pas en être dupe. Alors, Christophe, c'est quoi exactement la manipulation, et est-ce que c'est si grave que ça de manipuler quelqu'un ? La définition de la manipulation, c'est une stratégie d'influence qu'on va utiliser volontairement pour faire quelque chose à quelqu'un sans lui dire ouvertement. Et il y a beaucoup de stratégies d'influence. Il y a l'autorité, je t'ordonne de faire ça. Il y a la persuasion, la pédagogie. Voilà pourquoi je voudrais que tu fasses ça. Et puis dans la manipulation, on ne dit pas je veux que tu fasses ça, mais si tu faisais ci et cela, et regarde en haut et regarde en bas, et on amène la personne à faire exactement ce qu'on souhaite. Nous sommes donc tous des manipulateurs en puissance. Oui, forcément, sans le savoir, parfois, sans le vouloir, et puis parfois sans comprendre qu'on manipule, parce qu'on voit que les autres stratégies, l'autorité, les explications ne marchent pas. Bon, alors, vous avez dit c'est ni bien ni mal, enfin bon, c'est pas trop grave, du coup, je peux vous faire une petite confidence. Moi, j'ai une technique pour manipuler mon mari. Et en ce moment, là, il fait son jogging à cette heure-là, donc on est tranquille, il ne va pas regarder. Par exemple, il ne veut pas aller quelque part, à un dîner, plutôt que de lui dire « Allez, s'il te plaît, et tout, viens », je lui demande d'abord s'il a quelque chose le lendemain. Dis-moi, t'as un truc de boulot demain ou t'es libre ? Non, non, j'ai rien. Ah bah très bien, on va dîner chez Mashbro, dis donc. Et là, il est coincé. Alors,
la question, Christophe, très importante. Oui, j'ai dit très importante. Sommes-nous tous, comme moi, des manipulateurs en puissance? Oui, oui, oui. Ah ben, ça me rassure énormément. Aucun doute, mais une fois de plus, c'est vraiment l'objectif. Vous parliez de votre mari, vous ne le faisiez pas pour lui faire du mal. Vous le faisiez en vous disant que finalement, il allait râler avant, mais que pendant, voilà. Je me dis surtout, il ne va pas commencer à m'emmerder si moi j'ai envie d'aller dîner chez lui. Il y a une grande technique de manipulation, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et vous pouvez l'utiliser avec votre mari. Tu es libre d'eux, tu fais ce que tu veux, tu es libre d'eux. Et ça, c'est culpabilisant. Donc ça c'est assez efficace. Alors Stan, je crois savoir que vous avez bien étudié le sujet. Oui, grâce à Christophe André. Alors sachez que tous les types de manipulation ont été répertoriés en psychologie sociale par Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. On a voulu savoir si leurs techniques de manipulation fonctionnaient vraiment. On a donc décidé de les mettre en pratique dans la rue et pour ça, on a envoyé au casse-pipe notre journaliste Marianne. Regardez-la, regardez comme elle est mignonne. Pas une once de fourberie en elle, c'était la candidate idéale pour faire cette expérience. Elle est donc partie sur le terrain, son but, obtenir 1 euro auprès d'inconnus. Et elle a d'abord essayé la manière frontale, sans fourberie aucune. Et elle a vécu un grand moment de solitude, regardez. Bonjour, excusez-moi, vous auriez pas 1 euro s'il vous plaît? Non. Ouais, vraiment pas. Excusez-moi, vous auriez pas 1 euro s'il vous plaît? Non, vraiment pas. Désolée, je pas de monnaie. Non, j'ai rien. Ah ouais. Excusez-moi, madame. Eh oui. Sans manipulation, c'est l'échec. Marianne a donc mis en application la première technique qu'on appelle la requête. Qu'est-ce que c'est, Christophe, la requête? La requête, c'est très fourbe et très simple. C'est vous poser une question anodine à laquelle, en général, les gens répondent oui. Je peux te demander un service ou qu'est-ce que tu fais demain soir? Ça ne coûte rien de répondre oui. En général, on dit oui. Et puis après, pof, on profite de l'entraînement de ce oui pour extorquer un autre oui. C'est exactement ce qu'a fait Marianne. Elle a demandé « Est-ce que je peux vous demander un service ?» Et derrière... Est-ce que je peux vous demander un petit service s'il vous plaît? Ah mince, vous n'avez pas 1 euro? Oui. Vous pouvez me le donner? Ah, c'est gentil. Merci monsieur, c'est très gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Et là, Stan, Marianne... Elle a gardé le... Non, bien sûr, ça a été rendu. Et attendez de voir la suite. On va essayer une deuxième technique, celle du pied dans la porte. Christophe, vous nous expliquez? Alors là, on passe à un cran de plus dans la manipulation. On obtient un petit comportement de la part de la personne. On lui demande un petit truc qui va l'engager, mais là aussi, qui ne lui coûte pas grand-chose. Et puis après, on augmente la dose. Par exemple, c'est les gens qui vous arrêtent dans la rue pour vous faire signer une pétition pour sauver les ours polaires. Et quand vous avez la pétition, ils vous demandent aussi l'inscription à l'association, etc. Et là, Marianne, elle a demandé son chemin aux passants. Regardez. Excusez-moi monsieur, bonjour. Vous sauriez où est le square des Batignolles? Tout droit et ensuite ça va être sur ta droite. Et à tout hasard, vous auriez pas 1 euro? En fait, je vais juste là, la boutique là. Ouais. Je vais faire une imprime, enfin je vais imprimer un truc et je vais voir si je peux pas monnaie. Ah ok, ça marche pas, c'est trop sympa. Et en Merci. effet, 2 minutes plus tard, le jeune homme revient avec de la monnaie. Regardez. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci. Et ce ne sera pas le seul à se faire manipuler par Marianne. Ah, trop sympa. Merci beaucoup. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup, c'est trop sympa. Merci. C'est formidable. Et là, on voit bien, hein, dans la requête, les gens se contentent de dire oui. Et dans le pied dans la porte, vraiment, ça va un peu plus loin. Ils discutent, ils donnent un renseignement. Enfin, on monte en puissance dans la manipulation. On grimpe encore l'échelle de la manipulation, Christophe, avec la 3e technique, la porte au nez. Qu'est-ce que c'est? Alors, la porte au nez, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, vous demandez un truc impossible à accepter pour l'autre. Est-ce que tu ne voudrais pas prendre mon cousin chez toi pendant 2 ans? Non, mais si tu ne peux pas, c'est pas grave. Mais si tu l'hébergeais juste ce week-end, ça serait vraiment sympa. Et du coup, comme on a dit un gros nom, on lâche le petit oui. En l'occurrence, Marianne a fait croire qu'elle avait perdu sa location, qu'elle avait besoin d'un logement, pour ensuite demander 1 euro. Résultat. Excusez-moi, il m'arrive un peu une grosse galère. En fait, je suis arrivée sur Paris ce matin, enfin bref. Et je voulais savoir s'il y aurait moyen de dormir chez vous ce soir? Ouais. Ouais, mais c'est vrai que ça va être trop loin. Et vous avez pas 1 euro Ah bah, 1 euro, c'est... Ouais, merci beaucoup. Ah, à ce point-là? Ah, c'est sympa. Merci. C'est formidable. Non, mais moi, je suis ébahi de voir à chaque fois à quel point c'est transparent. Quand on le voit, alors on se dit, ils ne vont pas se faire avoir. Et ça va marcher.
Alors ça ne marche pas à 100%, mais ça multiplie par 3, 4, 10 franchement, ouais. parfois les taux de succès. Exactement. Donc on a récolté 11 € en tout sur cette expérience qu'on a rendue à ces bonnes âmes charitables. Mais la preuve en est, la manipulation, ça fonctionne. Alors Agathe, vous n'êtes pas la seule à vous interroger sur la manipulation, les Français également. Et c'est notre journaliste Sarah Cadour qui est allée recueillir leurs questionnements. Quand est-ce que vous avez l'impression de vous faire manipuler ? Écoutez, un peu à tous les instants. Quand les amis viennent nous demander des services qui sont un petit peu embarrassants. À la fois par mon banquier, par mon assureur, par mon patron. Le commerce, ils sont assez doués quand même. Genre solde, moins 70, venez. Moi j'accours. Je dirais que ma compagne me manipule très souvent. Elle essaye d'être gentille avant, voilà. Et après elle demande à faire la vaisselle. J'ai un pote qui va me proposer de sortir pour boire un petit verre. À la fin, il me dit « Allez, on prend la bouteille, on prend 2 bouteilles. » Je dirais au travail, quand il y a un client qui veut quelque chose et que c'est pas forcément dans les règles, je devrais pas, mais je le fais parce que la pression. Comment on se sent après s'être fait manipuler ? On a l'impression de ne pas être respecté, je dirais. C'est-à-dire que la personne, elle ne te traite pas comme une vraie personne, mais un peu comme un outil. Un peu honteux. Je m'en veux à moi-même et je me remets en question beaucoup. Un pigeon, quoi. Alors Christophe, on ne se rend pas toujours compte qu'on se fait manipuler. Comment est-ce qu'on peut y être plus sensible? Quels sont les signes qui ne trompent pas et qu'il faut repérer? Il y a deux sortes de manipulations. Celle dont on se rend compte sur le moment, ça arrive quand on est sous... Quelqu'un parlait de la pression qu'on ressent quand le vendeur nous dit « Mais attendez, si vous ne décidez pas maintenant, l'article ne sera plus là ou l'appartement, on l'aura loué à quelqu'un d'autre. » Et là, en général, on sent très bien qu'il y a un truc qui ne va pas. On a ce qu'on appelle des petits marqueurs somatiques de stress. Notre corps nous signale « tu es en train de te faire avoir ». Et notre cerveau ne voit pas très bien comment et on a envie d'aller là où la personne nous attire. Donc là, on aurait des petits signaux, mais on ne les écoute pas. Et puis après, il y a ce que vous disiez, c'est-à-dire toutes les fois où on s'est fait manipuler et où on s'en rend compte après coup. Et c'est très désagréable parce que là, on a vraiment l'impression de s'être fait rouler dans la farine, d'avoir été mis en position d'infériorité, d'avoir été abusé. Justement, à ce propos, de plus en plus de Français ont l'impression de se faire manipuler par les politiques ou les médias. Regardez, et on en parle juste après. Pensez-vous que les politiques et les médias nous manipulent ? Bien sûr, c'est leur fonds de commerce. Moi, je veux dire oui. Ils ont l'art de la manipulation. Dans quel intérêt ? Dans leur intérêt à eux, en fait. Pour que les choses tournent comme ils le veulent, voilà. C'est toujours la même chose, c'est l'argent, le pouvoir, avoir de la popularité, etc. Quand on regarde certains JT, effectivement, on a l'impression que présentateur, présentatrice, ils ont leur script et on fait ouais, il va falloir que tu bosses un petit peu ta poker face parce que là, franchement, je n'y crois pas. Alors beaucoup de Français, de plus en plus de Français ont l'impression qu'on ne leur dit pas tout. Pire, d'après un sondage de 2021, plus d'un Français sur 5 adhère à une théorie complotiste. Pourquoi ces thèses ont-elles le vent en poupe ? C'est qu'on vit dans des sociétés de plus en plus complexes et dont beaucoup d'instants ou de mécanismes nous échappent. On utilise des téléphones portables dont on ne connaît pas toutes les fonctionnalités, qu'on serait incapable de réparer. Il y a de plus en plus de voitures dont la complexité, la voiture s'adresse à nous, on ne sait pas ce qu'elle veut pas démarrer, on ne comprend pas pourquoi. Et donc on est dans un environnement, alors là je parle des objets, mais il y a aussi le fonctionnement de la société, etc., des médias, de l'Internet, sur lequel on a perdu tout contrôle. Nos ancêtres lointains savaient comment marchaient tous les outils de leur quotidien, savaient comment fonctionnaient leurs voisins, connaissaient à peu près tout le monde. Là, ça n'est plus le cas. Bref, il y a tout un tas de causes sociologiques qui font que ces thèses complotistes, malheureusement, ne sont pas prêtes de diminuer en fréquence. On va continuer à décrypter les rouages pervers de la manipulation avec le témoignage de notre journaliste Marie-Trey Stéphanie. Bonjour Marie, qui avez-vous rencontré cette semaine ? Bonjour Ali, vous l'avez dit, tout au long de l'émission, les manipulateurs sont partout, et même dans les histoires d'amour malheureusement. Comment les pervers narcissiques assoient leur emprise? Comment met-on fin à une relation toxique? Voici le récit d'une survivante. Voici Sophie Lambda, illustratrice de la BD Tant pis pour l'amour. Dans ce livre, elle raconte une relation amoureuse toxique. Pourtant, tout commence comme dans un conte de fées lors d'une soirée mondaine. Lui, il s'est très vite intéressé à moi dans un cadre où j'étais pas très à l'aise, donc ça flatte l'ego, ça fait du bien. Donc voilà, je me suis sentie bien avec lui assez rapidement.
c'était une relation engagée très vite en fait. Moi j'étais amoureuse très rapidement. Ouais. Je lui fais confiance très vite, je partage beaucoup de ma vie avec lui, et puis on parle énormément. Donc j'avais l'impression de le connaître. L'illusion était là en tout cas, et elle était belle. Mais très vite, les signes du pervers narcissique apparaissent. Il développe une jalousie excessive non justifiée. Un soir où il a cru que je draguais des mecs à la fenêtre en soirée, alors bon, pas du tout, mais peu importe. Et puis après, il a craqué en me disant que son ex lui avait fait du mal, qu'elle l'avait trahi, qu'elle lui avait menti, qu'elle l'avait trompé, que ça l'avait détruit. C'était une crise ? C'était une crise, ouais. Une crise de larmes, colère, que j'avais pas trop compris. La jalousie passée, arrive le temps des mensonges et des incohérences. Vous détectez des petits mensonges dans son discours. Ouais. Et en fait, confronté à ces mensonges, il explose. C'était des vraies scènes de violence et puis on découvre quelqu'un qu'on connaît pas. Moi, je suis tombée amoureuse de quelqu'un de gentil, de doux, de drôle. Et là, je découvre un monstre. Quand il entrait dans ses crises de colère, ses propos n'avaient plus de sens. Il retraçait la journée qu'on venait de passer, par exemple. Tout était déformé, tout était exagéré, donc c'était toujours de ma faute. Et au bout d'un moment, on se croit folle parce qu'il arrivait à me faire douter de moi-même, à me faire douter de mes souvenirs, de ce que j'avais pu dire, de ce que j'avais pu faire. Ça crée une espèce de faille cognitive où, en fait, à un moment donné, vu que je doute de mes souvenirs, je me dis, mais il a raison, en fait, je suis cinglée. Il va ensuite insidieusement renverser la culpabilité et la rendre responsable de ses réactions à lui. Il me disait toujours que c'était de ma faute, que ces crises-là, elles ne lui étaient jamais arrivées avant et qu'elles avaient commencé avec moi. Si on pense que c'est juste quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau et qui ment un petit peu pour s'en sortir, ou on va toujours avoir envie de les aider et de les sauver, alors que quand on comprend qu'ils sont mal câblés, moi j'aime bien le dire comme ça, ils sont comme ça. La manipulation ne s'arrête pas là. Pour se dédouaner de ses actes, il se victimise systématiquement. Quelqu'un qui a trompé, par exemple, et qui se fait choper, la plupart vont être désolés, vont donner des excuses, peut-être pas les bonnes, mais en tout cas va avoir une réaction cohérente face à la vérité. Et les manipulateurs, face à la vérité, ils arrivent toujours à s'en sortir. Et c'est crédible, hein, parfois. C'est aussi pour ça qu'on se fait avoir. Le mensonge est crédible. Et puis, ils sont aussi très doués pour se faire passer pour des victimes, nous mettre la faute dessus. Donc, c'est compliqué. Après 10 mois de souffrance, Sophie trouve la force de se séparer de celui qu'elle aime, mais qui rend sa vie un enfer. J'ai pris la décision de partir et je suis jamais revenue en arrière. Donc, c'est une décision hyper violente parce qu'il y a quand même un manque qui se crée. C'est comme une drogue aussi, ces personnalités-là, parce qu'on a des moments tellement forts. On tombe aussi très bas, mais il y a aussi encore des moments de bonheur hyper forts. Donc ça crée un manque et c'est hyper violent. Mais moi, c'était la solution radicale de le quitter, aussi couper toute communication et arrêter tout, débrancher la prise, quoi. Voilà, donc Sophie m'a confié que depuis la parution de son livre, il y a 2 ans, elle a reçu énormément de témoignages de victimes. Il n'y a pas un jour, elle n'en reçoit pas, pour tout vous dire. Et je suis même sûre que d'ailleurs, vous, autour de la table, vous connaissez forcément des victimes de pervers narcissiques au sein du couple. Et ce qui est intéressant dans son livre, donc c'est une BD, bien sûr, et elle raconte cette relation toxique. Mais aussi, il y a une deuxième partie que j'appellerais le kit de survie, où elle rassemble toutes ses recherches sur le sujet. Et notamment, il y a cette double page qui recense les 30 critères pour identifier un manipulateur. Donc là, j'en ai choisi 3, mais il culpabilise les autres, il ne supporte pas les critiques et ni les évidences, ou encore, il change ses opinions selon les personnes et situations. Donc voilà, si votre partenaire coche 14 critères, mon conseil, fuyez. Fuyez. Justement, je me demandais, Christophe, s'il était possible de faire entendre raison à un pervers narcissique. Est-ce que le meilleur moyen d'y échapper, c'est de fuir ? Ah, c'est clair, c'est clair. De toute façon, toutes les personnes qui ont été confrontées à des pervers narcissiques dans leur couple en sont arrivées à cette issue, ou se sont suicidés, enfin, ou sont tombés très gravement malades. Donc, chaque fois qu'on peut, il faut partir. Le problème, c'est qu'en général, on part après des années de souffrance parce qu'on a cette illusion qu'on pourra peut-être le changer, et parce que la manipulation est très au point. C'est au bout d'un moment, ces personnes expriment à la fois leur amour, qui est peut-être sincère après tout, mais le problème c'est que le prix à payer pour cet amour est très élevé. Ils expriment aussi leur souffrance, alors on a de la compassion. Donc, règle numéro 1,
partir. Parfois, on ne peut pas partir parce que c'est quelqu'un qui est un collègue de travail, un supérieur. Donc, dans ces cas-là, c'est montrer tout de suite que on ne va pas se laisser faire, montrer les dents, tenir la personne à distance, ne jamais faire de confidence, ne jamais rentrer dans une relation trop intime. Pas toujours facile non plus. Moi, je comprends rien. Pervers narcissique, j'arrive pas à comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pervers, c'est... J'ai du plaisir à la souffrance de l'autre et en même temps... Ça nourrit mon ego. Narcissique, je ne m'occupe que de moi, je suis insensible aux besoins de l'autre, à ses attentes, et moi d'abord, et en plus, la souffrance de l'autre m'est à peu près indifférente. Surtout, vous décrivez tous les hommes que j'ai vus dans ma vie. Justement, vous avez plein de choses à nous dire sur les personnalités toxiques. Alors, chaque semaine, donc, le nom de votre chronique change. Oui, et là, cette semaine, c'est Wolinski a dit. Effectivement, ce que vous avez décrit, Marie, moi, j'ai connu ça à haute dose. Je crois que j'ai connu ça en amour tout le temps, malheureusement. Et j'ai été, pendant des années, j'ai eu l'art de mal m'entourer. Parce que c'est un art aussi, de mal s'entourer, malheureusement. Enfin, je ne sais pas, vous faites comme ça, donc peut-être pas. Oh, mais je me moque de moi-même, mais c'est vrai qu'il y a je choisissais toujours les mauvaises personnes. Il y avait la bonne bande, la mauvaise bande, j'allais vers la mauvaise bande. Il y avait le mec mignon, gentil, j'allais vers celui qui était un peu plus, peut-être plus viril, mais non, plus méchant. pas aller jusque-là, mais... Et en fait, j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était parce que je ne m'aimais pas assez. En fait, on va souvent vers des gens comme ça qui sont autoritaires, qui vont vous mettre la main sur vous, qui vont mal vous parler parce que vous vous sentez mal. Parce que vous aimez pas. Donc vous allez vers des gens qui vous aiment mal aussi, non? Et ils vous choisissent aussi. Ouais. C'est ça, bien sûr, ils sentent la personne effectivement, la plus faible. ils sentent la faille. Et même souvent, tout à l'heure, vous parliez de la petite voix quand on a cette petite voix. Moi, je l'ai souvent eu, cette petite voix en moi. Même maintenant, avec des années d'expérience, j'ai même le corps qui tremble parce que le corps a une mémoire. Donc, s'il m'arrive d'aller dans des lieux où j'ai déjà été, où j'ai pu souffrir, où j'ai ressenti un mal-être, mon corps se met à trembler. Donc, mais j'ai mis des années à écouter ce corps et à entendre cette petite voix. Parce que sinon, même si cette petite voix me disait « n'y va pas », mais j'y allais direct. Je veux dire, j'ai un exemple très précis d'avoir rencontré un homme qui se tenait un peu mal comme ça, avec ma mère qui avait dit les hommes qui rient de leurs blagues, c'est tellement vulgaire. Lui, il riait de ses blagues, il se tenait pas bien, il avait la chemise ouverte avec une chaîne en or. Je me suis dit, ah, toi, alors que je savais très bien que c'était, mais pas du tout, qu'il fallait pas y aller, que c'était pas quelqu'un qui allait donner de l'amour. Mais j'y suis allée et j'ai eu comme ça aussi. En amitié, pareil, parce que, pareil, je n'osais pas dire non, en fait. Donc, dès que j'avais quelqu'un qui avait plus d'autorité sur moi, je disais OK, d'accord. Même si je n'avais pas envie de partir en vacances ou d'aller dans cet endroit, je disais d'accord. Et après, je me disais, mais tu n'as pas du tout envie, en fait. Donc, et j'ai souvent, comme ça, toute ma vie, eu des relations toxiques. Et avoir ces relations, c'est se boycotter soi-même. Donc, pour ne pas se boycotter soi-même, c'est des années de travail. Et aussi, ce livre. Ce livre de Nathalie Rozborski, qui est directrice générale de l'agence de Tendance, qui a écrit, dans ce livre, elle écrit « Il est difficile de plaire à autrui si l'on ne se plaît pas avant tout à soi-même ». J'imagine, Christophe, que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ce que vous avez, la façon dont vous présentez votre histoire. Vous dites finalement, je me faisais avoir, je n'osais pas dire non. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnages sont très attirés par les gens qui ont une vitalité. Et vous êtes pleine de vie. Il faut aussi vous rappeler ces qualités-là. Les pervers comme ça, les borderline, les gens un peu tordus qui vont faire du mal à leur partenaire, ils choisissent rarement des personnes éteintes, sans charme, sans vitalité. Ils vont vous vampiriser votre joie de vivre qu'ils ne sont pas capables d'autoproduire. Et donc ça, c'est quand même votre force. Vous n'êtes pas que faible dans l'histoire. Mais souvent, malheureusement, on l'oublie parce que ce sont des grands séducteurs qui vont vraiment vous enjôler. Et en fait, l'addition viendra plus tard, malheureusement. Dans ce que vous dites, aujourd'hui, quand on connaît sa valeur, effectivement, on ne va plus vers ces relations toxiques et ça se passe différemment. Parce qu'à partir du moment, et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, Nathalie, à partir du moment où on choisit son équipe, à partir du moment où on fait attention aux gens qui nous entourent, pour être fort dans la vie, pour aller plus loin, donc on va se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, aujourd'hui,
avec qui j'ai envie d'être entourée. Et elle dit récemment, il a été scientifiquement prouvé que s'entourer d'un cercle social et vertueux maintient les humains en forme et en bonne santé physique et psychique. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Et surtout, le fait d'être bien entouré, comme je suis bien entourée avec vous, permet de s'en sentir mieux dans sa peau et permet de s'en sentir plus jolie, de s'aimer comme je m'aime avec vous. Merci beaucoup Elsa pour Merci, ce témoignage. Et merci également Marie-Treille Stéphanie. Dans un instant, Christophe nous expliquera comment réagir quand on fait face à des manipulateurs mal intentionnés. Mais d'abord, Agathe, vous voulez faire le tri sur certaines idées reçues en la matière. Et comme je vous dis tout, vous savez maintenant que je manipule mon mari. Mais je suis pire que ça, car je manipule aussi mes enfants. Voilà, donc par exemple, je leur fais des quiches, mais truffées de légumes, et je leur dis pas. Voilà, des trucs comme ça. Ou alors je mens sur l'heure. Je dis, oh là là, mon Dieu, il est déjà 20h, alors qu'il est 18h30. Ils aillent se coucher. Christophe, il faut que vous me disiez, suis-je pour autant une mauvaise mère ? Je pense que vous êtes une très bonne mère. Vous savez, il y a une fable de La Fontaine qui s'appelle Le laboureur et ses enfants. Je ne sais pas si vous en souvenez. Ah oui. C'est un laboureur qui veut que ses enfants labourent ses champs. Ouais. Ils ne le font pas, ils sont un peu fainéants. Alors il leur dit, il y a un trésor. Et donc ils labourent comme des fous les champs à la recherche du trésor. Puis il n'y a pas de trésor, mais ils ont labouré. Et le laboureur leur explique que le trésor, c'est le travail. Etc. Donc, magnifique exemple Que c'est beau. de manipulation. En fait, tous les parents manipulent. Le problème, c'est les parents qui ne sont que manipulateurs, qui n'ont pas l'autorité, la franchise ou la pédagogie pour avoir recours, une fois de plus, à d'autres stratégies d'influence que la manipulation. Alors, vous n'avez aucune raison de culpabiliser, Merci, Agathe. Les enfants aussi manipulent leurs parents. Notre journaliste Sarah Cadour va vous rassurer. Comment vous faites pour manipuler vos parents et obtenir gain de cause? Il faut pleurer toute la journée jusqu'à qu'elle craque. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et elle finit par accepter un moment. C'est surtout les garçons qui manipulent maman, moi. Est-ce qu'il vous arrive de lui faire un petit peu de chantage? On fait semblant d'être jaloux. Il a joué hier sur le téléphone et pas moi. Ça marche? Oh oui. Eh ben c'est ce qu'on va voir parce que votre maman, elle est pas loin, elle a tout entendu. C'est vrai qu'on manipule pas mal, hein. On s'en rend compte. Ce qui me fait craquer, c'est vrai, c'est lui, il a eu ça et pas moi. Et on a envie d'être dans une juste égalité pour chacun de nos enfants. Je pense que c'est une des meilleures techniques, ouais. Même le meilleur parent du monde est obligé, je pense, d'utiliser la manipulation. Bon, on dit je t'aime à maman. 1, 2, 3. Ça marche, c'est une technique, ils vont vous demander des bonbons juste après, attention. Après le déjeuner, je pourrais jouer sur ton téléphone. Ils sont très inventifs, hein, ces enfants, Christophe. Est-ce que l'apprentissage de la manipulation fait partie de leur construction ? Oui, c'est important dans la vie. L'être humain, c'est un animal social, donc il faut bien qu'il ait des outils pour influencer les autres, faire passer ses besoins, ses opinions. Là encore, c'est comme pour les parents, si la manipulation fait partie des 1001 stratégies, tout va bien. Ce qu'on peut dire aussi quand même, c'est que les enfants, ils regardent comment font leurs parents. Donc les enfants qui sont des très bons manipulateurs, en général, les parents ne sont pas mauvais non plus. Donc si on est dérangé par ce que fait notre enfant, la première personne à interroger, c'est nous-mêmes. Il y a certaines manipulations qui sont très agréables à vivre. Par exemple, j'adore me faire avoir par l'intrigue d'un livre ou d'un film, et je ne suis pas le seul, la preuve. Quand est-ce que vous êtes consciente de vous faire manipuler mais que vous aimez bien? Au début, dans un flirt. Quand on essaye de vous séduire. C'est de plus en plus rare, hein, mais bon. Vous avez un très beau sourire. Ah, merci, c'est gentil. C'est en amour. Parfois, il dit des mots doux, alors qu'on le sait qu'il dit aux autres filles, mais on aime bien. Les je t'aime après les disputes, les t'es trop beau, je t'aime, machin de ça. T'es obligé de dire d'accord, moi aussi je t'aime. Je sais pas si vous avez vu le film Inception. On a un peu l'impression de se faire manipuler dans le film. Et à la fin, on se dit ok, what the fuck. C'est plutôt une manipulation agréable. Oui, c'est une manipulation agréable et on veut savoir la suite, mais on peut pas la voir. On l'a entendu, il y a des situations où l'on accepte, où l'on aime se faire manipuler. Oui, en général, c'est quand on se sent en sécurité. Par exemple, quand nos enfants nous roulent un peu dans la farine, mais c'est nos enfants. Ou bien quand on est au cinéma, une histoire invraisemblable. On voit bien que le metteur en scène nous fait gober n'importe quoi, nous manipule, mais ça nous amuse, ça nous intéresse, ou en matière de vie sentimentale. Mais au fond, c'est toutes les fois où on est en confiance et où finalement, là où on nous amène, on veut bien y aller. Je suis en train là de vous écouter et je me rends compte que je me suis fait manipuler, mais
énormément. Par qui? Non, mais j'ai besoin de vous, hein, Christophe André. Il va falloir que vous m'aidiez à repérer ces manipulateurs. Je vais vous donner les situations, par exemple, qui viennent à l'esprit. Première situation, saison 1 de Bel et Bien. J'arrive toute fraîche, franchement, là, toute naïve, etc. On m'a demandé de faire des positions de yoga du chat. Complètement ridicule. Voilà, c'était sur le plateau. Alors, d'après les rédacteurs en chef, d'après Ali, ça ferait de l'audience. Ils m'ont eu. Voilà, je me suis sentie piégée. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, là, Christophe? Parce que je l'ai senti quand même sur le moment que c'était pas génial pour le suite de ma carrière. Dans mon plexus solaire, oui, je l'ai senti. Il y a une règle très très simple, c'est que là, on parlait des petits marqueurs physiques, somatiques, corporels. C'est dès qu'il y a un petit signal d'alarme physique, on se dit est-ce que c'est un bon plan finalement cette histoire? Se donner le droit de dire merci beaucoup, c'est très intéressant. Je vais réfléchir un tout petit peu. Okay. Bisous. Bisous à vous et à toute votre famille. Bien. Alors, il y a une autre fois, Christophe, il y avait un garçon avec qui je bossais qui m'avait invité à une soirée entre potes. Bon, voilà, j'avais envie de m'amuser, donc j'y vais. Je suis toute contente. Et puis, quand j'arrive chez André, quand j'arrive chez mon ami, le mec était seul. Il était nu sur son piano. C'était absolument pas une soirée... déguisé comme il avait dit, etc., mais plutôt une date. Et par politesse, je suis restée. Alors là, comment j'aurais dû réagir face à cet organe que j'ai découvert sur ce piano et auquel je ne m'attendais pas? Par exemple, il y a la fuite, etc. Mais on peut... J'aurais pu partir en courant. Oui. Non, mais on peut tout simplement... Alors, un truc que les manipulateurs n'aiment pas du tout, c'est d'écrire ce qu'ils sont en train de faire, mettre à plat le scénario. Donc j'aurais dû dire, Jean-Jacques, tu es nu sur ton piano, en as-tu conscience? Tu m'as invité pour une soirée avec des amis, j'ai dit oui. J'arrive, tu es seul, tout nu avec ton piano, et tu fais une drôle de tête, et donc ce n'était pas ce qui était prévu. Où veux-tu en venir? Bon. Cela dit, parfois, on aurait pu aussi anticiper, connaissant un peu certaines personnalités. Alors, dernière situation. Celle-là, elle fait mal. J'ai fait une erreur de jeunesse, Christophe. C'est horrible, hein, ce que vous me forcez à raconter. Et là, pour le coup, c'est vrai. J'ai accepté de chanter dans un girls band en Belgique qui s'appelait Quanta. Oh là là. Sur le moment, j'ai eu envie de dire non, mais ils m'ont dit le clip sera tourné à l'île Maurice. C'est horrible. Quand j'ai compris la casserole que ça allait être, j'ai regretté mon choix, oui. Mon choix. Et en plus, celle que vous me voyez, je m'étais fait piquer par des moustiques. On n'a jamais tourné à l'île Maurice, mais à Punta Cana. Je m'étais fait piquer sur les paupières. Et donc, tout le clip, je suis comme ça. Je ne peux pas ouvrir les yeux, ce qui me donne un air très... Voilà. Bon, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Je vous explique le concept. On est quand même au 8e étage de la chaîne sur laquelle je travaillais en Belgique. Je suis super contente. Je crois qu'on va me proposer une émission, mais comme d'hab, non. Et on me dit oui, voilà. En Flandre, nous avons l'équivalent de ce groupe, ce girls band, qui marche extrêmement bien. Nous voudrions faire la même chose en Wallonie. Et donc je dis non, mais moi j'ai 30 ans, je vais pas du tout faire ça, décorer et tout. Oh bon, Agathe, tu n'acceptais pas notre proposition? Je dis non, mais bien sûr, si. J'ai pas osé, quoi. Mais dès le début, je l'ai pas senti. Alors, je ne sais pas, félicitations d'abord. Merci Christophe. Je ne sais pas si c'était possible dans cette situation, mais souvenez-vous des petites vidéos qu'on a vues, les gens à qui on extorquait un premier oui, j'ai un projet, est-ce que ça t'intéresse? On dit oui, et puis le projet ne nous plaît pas. Le droit absolu, et peut-être une des armes absolues contre la manipulation, c'est oser revenir sur une décision. Ah oui. Alors c'est vrai que ça ne se fait pas. En général, on n'aime pas les gens qui nous disent d'abord oui et ensuite non. Mais si on a été victime d'une manipulation, dire oui, j'ai dit oui à ce moment-là, dans ces circonstances, mais là, je vois ce qui arrive réellement. C'est très difficile. Et c'est non. Et ce droit, on ne se le donne pas assez. Alors merci Christophe pour vos précieux conseils. On continue à explorer les mécanismes de la manipulation et pour cela, j'invite André Manoukian à s'allonger sur le divan rose de Bel et Bien. Mais il aime ça, il adore s'allonger sur le divan. Vous pouvez confesser vos pensées les plus intimes. Christophe vous écoute. Parfois, ma compagne a des arguments qui sont difficilement... contre lesquels on ne peut pas vraiment aller. Vous l'avez compris, cher docteur, elle se sert de sa séduction, elle se me prendre par mon point faible, qui se trouve juste
en dessous du chakra. Enfin bref. Mais en même temps, c'est une douce manipulation et je la vois venir, évidemment. Et je cède avec d'autant plus de bonheur. Le problème, c'est qu'après, du coup, elle arrive à m'extorquer des confidences et après, je me rends compte que tout ça, c'était juste pour m'amener à me faire dire des choses que j'aurais pas forcément dites. Enfin bref, je me sens tout d'un coup floué. Je me dis, je lui ai donné toute ma confiance. Tout ça, c'était pour arriver à ses fins, docteur. Mais au fond, là, c'est l'éternel débat. C'est-à-dire, peut-être votre compagne fait ça parce qu'elle pense très sincèrement que ça va vous faire du bien, de vous confier à elle. C'est le prolongement de l'amour physique par les confidences, par les échanges. Donc, de toute façon, dans les relations de couple, vous savez comme moi qu'il y a les relations d'amour et puis les relations de pouvoir. Il y a toujours un mélange des deux. Mais là, je trouve que c'est une histoire assez mignonne et j'aimerais beaucoup que votre compagne nous raconte un peu ses arrière-pensées. Mais peut-être que ça vous fait beaucoup de bien, finalement, d'être manipulé comme ça. D'une certaine manière, c'est une sorte de... On se sent soulagé comme après une confession, c'est ça? Et on s'est rapproché de la Alors, personne. le problème, elle s'appelle Stéphanie, elle n'a pas aimé parce que l'autre jour, j'ai dit Elsa. Christophe, dans le cas d'André, peut-on parler de manipulation et pourquoi a-t-on tendance à davantage se confesser sur l'oreiller? On se souvient tous de la danseuse et espionne néerlandaise Mata Hari. Ça paraît très très logique. C'est-à-dire on bascule dans le registre de l'intimité. On a dit tout à l'heure que la manipulation, finalement, elle passait beaucoup mieux quand on se sentait en confiance, quand on avait l'illusion d'être dans un espace protégé, d'être libre. Et effectivement, comme le disait André, les défenses baissent un petit peu, notre vigilance baisse et on a envie de prolonger l'intimité, non seulement par des gestes, mais aussi par des paroles. Donc c'est un très bon plan pour les espions et les espionnes, effectivement. Alors il y a bien un secteur où la manipulation règne, c'est la grande consommation. Alors rassurez-vous, Stan Gusman est là en tant que reporter de guerre pour tout dénoncer. C'est l'enquête de Bel et Bien. Ah non, mais arrêtez avec votre... Mais ouais, ça... J'ai envie d'être révolutionnaire aujourd'hui. Non, non, non à la grande distribution. Non, non, non à la manipulation. Fait du bien. Agathe Ali, aujourd'hui, on arrête de se taire. Nous allons faire tomber la grande distrib qui nous rançonne depuis tant d'années. Je vous préviens, après ce sujet sans concession, je vous promets des révoltes dans Paris que même la commune n'a pas connues. Regardez ce sujet sur les différentes techniques de manipulation dans la grande surface. Et juste après, on se retrouve à la Bastille en compagnie de notre invité, le spécialiste de la grande conso, Olivier Dauvert. Consommatrices, consommateurs, on nous ment, on nous exploite, on nous spolie. Oui, le supermarché est le royaume de la super magouille. Et cela commence dès le parking avec les caddies qui sont volontairement plus grands que de raison. Coïncidence? Certainement pas. Car si l'on achète peu de produits dans un chariot XXL, instinctivement, on va vouloir le remplir. Avouez qu'entre ces deux caddies, la différence est nette. Dans ce cas précis, on a l'impression d'avoir affaire au chariot d'un mormon neurasthénique quand là, tout porte à croire que celui qui le pousse est un épicurien débonnaire avec qui l'on a envie de festoyer. Mais l'embrouille ne s'arrête pas là, la structure du magasin à présent. Les articles de première nécessité ne sont jamais à proximité. Par exemple, papier toilette et pâtes ne sont pas voisins de rayon. Bien au contraire, ils sont aux antipodes. Pourquoi? Eh bien, plus ces produits sont éloignés, plus le consommateur va déambuler tel un zombie dans la grande surface et fatalement se laisser tenter par des achats qu'il n'avait pas sur sa liste. Bah oui, un client qui reste est un client qui achète. Le champion du monde de cette stratégie, c'est lui, le géant suédois de l'ameublement en kit qui te fait divorcer à chaque fois que tu montes un de leurs meubles avec ta copine. Bref, grâce à un labyrinthe savamment pensé que même Dédale n'aurait pas pu élaborer, vous mettez en moyenne 2h20 pour en trouver la sortie. Conséquence, 68% des achats sur place sont des achats d'impulsion, un score 7 fois plus élevé que celui des enseignes traditionnelles. Et c'est pas fini, car la manipulation passe aussi par le placement produit. En général, les bonnes affaires se trouvent sur les étagères du bas, et comme elles sont invisibles par le commun des mortels, les consommateurs auront moins de chances d'y accéder. A l'inverse, les produits de marque distributeur, plus chers et avec une meilleure marge donc, sont à hauteur d'yeux. Malin. Et après les yeux, les bras. Environ 80% de la population étant droitière, la plupart des supermarchés implantent les produits haut de gamme comme l'électroménager
chercher dans les rayons de droite selon le sens du flux. Et si possible, dès l'entrée du magasin quand votre budget est encore intact. Passons au prix maintenant. Et quand il s'agit de déstocker des produits, les étiquettes traditionnellement blanches auront viré au jaune pour attirer le regard. Rassurez-vous, le prix lui est identique. Quant aux super méga promo alléchantes avec un produit acheté le deuxième est offert, là aussi ça sent l'arnaque. Car si le prix a baissé, la quantité aussi. Et comme le prix au kilo n'est en général lisible que par The Sentinel, vous vous faites avoir. Finissons nos courses à la caisse avec des queues volontairement longues, très longues. Le temps pour vous de vous laisser tenter par les produits gourmands étalés juste devant la caissière comme les bonbons ou les barres chocolatées que vos enfants vont vous quémander. Et comme vous n'avez pas envie qu'ils vous tapent la honte en criant à l'injustice, vous finissez par les leur acheter. Car oui, la grande distribution n'aura pas de scrupule à faire exploser votre ménage pourvu que vous achetiez. Bonjour Olivier Devers. Bonjour. Vous allez bien? Parfait, merci. Vous êtes un peu le Robin des Bois des consommateurs, on peut le dire. Alors, je voulais vous montrer justement le genre d'article qu'on peut trouver sur le site d'Olivier. Regardez, les prix cassés, donc à bien se tenir. Expliquez-nous où est l'embrouille ici, Olivier. Alors, est-ce que c'est une embrouille ou une erreur ou de la maladresse ou de l'étourderie? Chacun peut avoir sa vision. Le fait est que le produit était affiché à 899,50 €. Prix barré, 899. Bon, je ne suis pas sûr quand même que ça serve le commerçant, parce que vous allez le lire du côté de la manipulation, ça peut s'entendre, on peut le lire comme étant une étourderie sans nom et se demander si on peut faire confiance à un commerçant comme ça. Donc moi, je le place plutôt sur le terrain du manque de professionnalisme, parce qu'il y a quand même au moins un client qui a dû se dire eh bien, je ne peux pas lui faire confiance. Dans le sujet qu'on a vu sur les manipulations dans la grande distribution, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, une technique dont on n'a pas parlé dans le sujet? Alors, je ne suis pas d'accord avec vous sur un point, sur la caisse. Oui. Parce que l'attente en caisse, c'est l'irritant numéro 1 quand vous êtes client. Donc un commerçant qui ferait exprès de vous faire attendre, là aussi, c'est quand même un sacré manque de professionnalisme. Là, vous avez raison, c'est qu'évidemment, devant vous, à la caisse, il y a de quoi vous stimuler. Mais a priori, tous autant que nous sommes, quand on est quelque part, on essaye de bien se porter, d'être beau, c'est aussi de la manipulation. Et bien là, ils vous mettent des trucs qui vont vous faire envie. C'est faire envie, tout simplement. Mais faire attendre volontairement, non. Pour le coup, ça serait une erreur stratégique majeure. Parce qu'on a entendu dire plusieurs fois qu'on crée des fausses queues pour donner l'envie aux gens d'aller acheter en se disant « Ah, ce magasin, il est bien, il y a quand même... » Attention, ça c'est un autre sujet. C'est est-ce que la foule attire la foule? La réponse est oui. Il en va des magasins comme des concerts. Je ne sais pas, André, par exemple, est-ce que vous avez envie de rentrer dans une salle de concert ou vous seriez le seul? Vous allez quand même avec qui? Ok, mais même s'il y a déjà 2 personnes dedans, non mais je veux dire, la foule attire la foule, c'est connu, c'est sûr. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, c'est quelque part ça, mais de là à aller payer des figurants pour pour le coup, vous pouvez être peinard, ça n'existe pas. Mais oui, c'est vrai que vous êtes rassuré par un magasin ou un restaurant. Regardez-vous quand vous êtes consommateur, est-ce que vous rentrez dans un restaurant dont vous seriez le premier client? Mon œil. Non, pas confiance. Non. On va voir d'ailleurs en parlant d'œil si vous l'avez comme Olivier. Regardez ce qu'il a posté sur son site et à vous de trouver où est l'arnaque. Vous pouvez jouer. À votre avis, où est l'arnaque? Là, il faut être pas le plus 5 en mathématiques. Ah là, oui. Mais il y en a une. Il y en a une. Alors 3,019 et 0,47, c'est quoi? C'est à l'unité. La canette toute seule. C'est à l'unité par 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 7. Il est pas mal. Ça va être long, mais t'es sur la bonne voie. Olivier, vous pouvez... Je crois que notre prix Nobel de mathématiques, là où la médaille Field, peut quand même... vous n'êtes pas loin de l'avoir. Parce qu'effectivement, si vous achetez le pack de 6, ça va vous coûter plus cher que si vous achetez 6 fois une canette. Alors, ça sera plus encombrant. Mais voilà. Mais bon... Typiquement, là aussi, parce que je connais très bien le magasin, je le reconnais d'ailleurs, là, il s'est vautré et il passe pour un con. Il faut le dire tel quel. Est-ce qu'il vous arrive encore de vous faire avoir? Probablement, mais je pense avoir un œil un peu plus aiguisé que la moyenne quand même. Vu tout ce que je ramasse quand je suis en magasin, c'est que quand même j'en vois. J'aimerais vous parler d'une carte qu'André ne prendra jamais. C'est la fameuse carte fidélité des grandes surfaces. C'est rentable ou c'est un piège pour les consommateurs, ça, la carte de fidélité? Alors, c'est donnant-donnant. Vous allez donner quelque chose et le commerçant va vous donner quelque chose. Qu'est-ce que vous allez lui donner? Des informations sur vous. Vous allez vous dire en réalité comment votre foyer est constitué. Si vous achetez des couches-culottes pendant 2 ans et qu'après vous arrêtez, on peut savoir que vous avez un enfant et l'âge qu'il a. Si vous achetez des croquettes pour chiens, pour petits chiens, pour gros chiens, pour chiens stérilisés ou que sais-je encore, vous donnez une information. Donc les cartes de fidélité pour les enseignes sont une façon pour elles de récupérer de l'information sur vous. Mais en échange de quoi? Elles vous donnent des avantages que n'auront pas les clients qui n'auront pas la carte de fidélité. Donc c'est une espèce de couple là aussi. Ça veut dire il y en a un qui apporte un truc et l'autre autre chose, et puis si vous êtes d'accord l'un et l'autre, eh bien vous convolez.
Alors Olivier et Christophe, j'aimerais revenir avec vous sur cette nouvelle science utilisée par les industriels, le neuromarketing. Alors pour nous pousser à la consommation, certains magasins sollicitent tous nos sens. Ça passe par la diffusion d'une odeur de cacao dans les rayons petit déjeuner. Plus original, certains cavistes vous font écouter de la musique classique, du Mozart, du Haydn, du Beethoven, pour vous inciter à consommer des bouteilles prestigieuses. Est-ce que ça fonctionne réellement, le neuromarketing, Christophe ? Alors, on a quand même des études qui montrent que ça fonctionne. Alors, si on tape large dans la définition du neuromarketing, mais c'est les études très fameuses que vous devez connaître sur Coca et Pepsi. Quand on fait goûter à l'aveugle sans que les gens sachent ce qu'ils boivent, il paraît, moi j'aime aucun des deux, mais que la plupart des consommateurs nord-américains préfèrent le Pepsi. Mais s'ils voient ce qu'ils boivent, la plupart préfèrent le Coca. Et on a étudié ce qui se passait dans leur cerveau, et effectivement, il ne se passe pas la même chose. C'est-à-dire quand les gens se tournent plutôt vers le Coca, la zone de leur cerveau qui est liée aux comparaisons sociales, au statut social, s'active au niveau du cortex préfrontal, ce qui est moins le cas dans le Pepsi, qui est moins prestigieux. Donc, effectivement, ça ne marche pas à 100% certainement, mais c'est quand même terrible de se dire que les grandes firmes qui ont du profit à faire avec notre manière de consommer sont rentrées aussi finement dans nos esprits et nos cerveaux. Et citons également Brescola, en plus de Pepsi et de Coca. Olivier Dauvert. En réalité, vous voyez bien que dès lors qu'on vous conditionne, parce que c'est ça l'idée qu'il y a derrière, sur quelque chose qui peut vous amener de manière plus évidente à acheter, quand vous sentez l'odeur du pain, vous avez plus naturellement envie de pain, tout simplement. Donc, quand vous avez des musiques lentes, parce que ce n'est pas en tant que tel la musique classique, c'est les musiques lentes, des musiques apaisantes, vous allez plus facilement vous laisser aller, notamment pour des grands vins ou des grands restaurants. Je voudrais juste revenir sur ça, sur Mozart, parce qu'il en parlait tout à l'heure, Ali. La musique de Mozart, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est très naturelle. C'est-à-dire que, en gros, l'accord parfait, il est contenu dans une note avec ses harmoniques. Et le génie de Mozart, c'est qu'il fait que descendre et monter l'accord parfait. Donc tout d'un coup, on se sent immergé dans la nature et on se sent bien. Et quand vous vous sentez bien, vous avez envie d'acheter n'importe quoi. Ok, Olivier, on va vous apporter un plateau. Oui. Et vous allez devoir trouver où est l'arnaque. Voilà. Attention, à vous de jouer. Où est l'arnaque avec ces produits? Ils ont un point commun. J'ai peur que ça soit sur un sujet sur lequel je milite beaucoup, et notamment la distorsion entre le lieu de fabrication et l'origine des ingrédients. Parce que là, probablement, le fabriquer en Alsace, je voudrais bien savoir d'où viennent les légumes, et je ne suis pas sûr qu'on me le dise. Voilà, surtout quand c'est des produits bio, où la ferme France est plutôt en sous-capacité. Donc on importe beaucoup de produits bio. Donc je ne sais pas si c'est ça, mais en tous les cas, là, il y a une distorsion déjà. C'est que pour le consommateur, on vous vend de la France, et en réalité, on n'a pas nécessairement fait travailler des paysans français. On a assemblé en France. C'est-à-dire qu'on a fabriqué en France, mais on a importé les matières premières. On revendique, c'est une campagne que je mène notamment sur les réseaux sociaux avec un hashtag qui s'appelle Balance ton origine, parce que je crois fondamentalement au fait qu'on doit la vérité aux consommateurs sur le lieu de fabrication, naturellement, parce que socialement, c'est bien qu'il y ait des ouvriers français ou des salariés français qui produisent ce qu'on mange en France, mais aussi que la matière première qu'on met dans les plats cuisinés, dans les soupes, dans les yaourts, dans tout ce que vous voulez, elle soit française et qu'il n'y ait pas cette distorsion entre les deux, c'est-à-dire crier fort le lieu de fabrication et chuchoter l'origine des ingrédients, parce que c'est pas vertueux. Alors je ne sais pas si c'était ça. C'était ça. Le problème était là. Ça prouve que je suis à la hauteur de mon combat, c'est déjà ça. À la hauteur de votre veste. De ma veste. Dernière technique de manipulation marketing, la publicité digitale. Je vous raconte un peu ma vie. L'autre jour, j'étais chez moi avec ma copine. On discutait de la bouteille de champagne qu'on allait éventuellement rapporter à la soirée où on était invité. Comme par hasard, je me connecte sur mes réseaux. 5 minutes après, bim, que des publicités pour des boissons. Voilà. Donc, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai une enceinte connectée dans mon salon que je ne débranche pas. Alors Olivier, est-ce que nos appareils connectés nous écoutent vraiment, que ce soit Siri, Alexa ou OK Google? Parce que moi, quand je leur pose la question, ils disent que non. Dis Siri, est-ce que tu m'écoutes quand je parle avec ma copine chez moi? Non, je respecte votre vie privée. Bon, moi j'y crois pas du tout. Alors, qu'en est-il? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent le faire. Ah bon? Ils peuvent, ils en ont la capacité. Je ne dis pas qu'ils en ont le droit, pardon. Déjà, mal utiliser le terme pouvoir. Bien sûr
qu'on peut le faire. Techniquement, il n'y a aucune difficulté. Parce que dès lors que vous émettez des messages et que vous avez des enceintes qui ont la capacité de les écouter, elles peuvent décoder ce que vous dites. Ça fait très longtemps que les Américains écoutent toutes les conversations du monde. Donc, en tant que tel, je veux dire, il n'y a aucune difficulté technique. Ils vont pas être déçus avec moi, les gars. Ce qui est aussi certain, c'est qu'on n'a pas droit de le faire sans le consentement éclairé et avisé de celui qui est écouté ou celui dont on utilise Oui, mais là, les vous données. savez très bien, ils nous disent à vous de débrancher le micro de votre enceinte, ce que vous ne faites pas. C'est comme ça. D'une manière très générale, ce que l'on fait de vos données personnelles, c'est une réglementation européenne qui s'appelle la RGPD. Vous avez dû remarquer, quand vous cochez des cases pour dire oui, je suis d'accord pour, quand vous inscrivez quelque part, ça fait quelques années que ça existe, on est passé d'un modèle où dans la vie précédente, il fallait dire qu'on n'était pas d'accord. Si on ne le disait pas, ça voulait dire qu'on était d'accord. Désormais, il faut donner son accord à l'avance. Donc, tout ce sujet-là, qui est l'utilisation des datas que vous émettez, soit en parlant, soit en allant sur ordinateur, on doit vous demander votre consentement, parce que sinon, si on le fait, et accessoirement, de toute façon, c'est très intrusif, et la confiance sera rompue immédiatement, et dès que cette technique-là serait généralisée, de toute façon, c'est la mort des enceintes connectées. Il ne faut pas rêver. Vous n'avez pas envie qu'on sache tout de vous. Et moi non plus, d'ailleurs, ça tombe bien. Je vais en parler à Alexa ce soir. Moi, j'ai une conversation à avoir avec elle. Merci beaucoup, Olivier. Nous voilà prévenus. Merci d'avoir partagé avec nous vos techniques et votre savoir. Alors on va maintenant continuer à explorer le côté jubilatoire et non plus obscur de la manipulation, car il existe des situations dans lesquelles on adore, on kiffe se faire avoir, et notre invité l'a bien compris, il repousse à la perfection les limites de cet art. Victor Vincent, le mentaliste Victor Vincent, est sur notre plateau, c'est le coup de cœur de la rédac. Bonjour Victor, merci d'être avec nous. Merci de me Mentaliste, donc Ali le disait. Est-ce qu'on peut commencer déjà par une première manipulation, vu qu'on adore se faire manipuler par vous? D'accord, c'est toujours ça sera sans douleur, je vous le promets. Et je vous ai apporté une manipulation. C'est la première que j'ai apprise en fait lorsque je me suis intéressé à cet art du spectacle, parce qu'il s'agit bien d'un spectacle, c'est important. On va commencer tous ensemble, on va faire tous ensemble. Mais cher Christophe, comme vous êtes à côté de moi, vous allez avoir la tâche de choisir au hasard une carte. Je vous montre que toutes les cartes sont telles qu'on les connaît, évidemment. Cher Christophe, je vais poser des paquets sur la table et vous me dites stop quand vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance, c'est quand vous voulez. Stop. Là, ici. On va s'arrêter là. Je prends cette carte, vous ne la regardez pas, vous mettez votre main dessus. Ça, c'est pour le côté physique. On va maintenant s'intéresser au côté mental, évidemment. Alors, chère Elsa. Oui. Je vais prendre un autre jeu, c'est un jeu imaginaire cette fois-ci. Vous pouvez l'attraper, s'il vous plaît? Parfait, merci. Est-ce que vous pouvez ouvrir le jeu, s'il vous plaît, et sortir les cartes rouges d'un côté, les cartes noires de l'autre? C'est le mime Marceau, là. Oui, c'est très bien fait, c'est très bien fait. Et vous allez lancer à Agathe soit les cartes noires, soit les cartes rouges. Attention, ce qui est important, c'est que vous pourrez toujours changer d'avis à chaque fois. Là, vous avez lancé? Je les ai. Les rouges. Est-ce que vous pouvez vérifier que vous avez bien les rouges? J'ai les rouges. Est-ce que vous voulez changer d'avis une fois, deux fois, trois fois? On reste sur les rouges? Les rouges. Est-ce que vous pouvez faire la même chose? Cœur, carreau, et vous me donnez soit les cœurs, soit les carreaux. Vous pourrez changer d'avis quand vous voulez. À vous, je les donne? Oui, oui. Et après, Ali participera. Hop, ici, vous m'avez donné quoi? Carreau. Les carreaux, d'accord. Donc, Parce que vous auriez pensé cœur. Non, donc j'ai donné carreau. Donc vous voulez les cœurs? Ah non, non, je veux que vous ayez les carreaux. Je voulais que je garde les carreaux? Ah oui, vous une gardez fois, les deux carreaux. fois, trois fois, Ah oui. pas jugé. Vous faites je sais que c'est un effort d'imagination et que c'est complètement dingue cette chose-là. Il faut être un petit peu barré, mais je sais que vous avez cette petite folie. Étalez les cartes pour les regarder devant vous et vous allez prendre, s'il vous plaît, le valet, la dame et le roi et les jeter au-dessus de votre tête, s'il vous plaît. Oh là là, Parfait. moi, les Comme ça, il nous grosses reste cartes, vous savez. du 1 au 10 et comme ça, tout le monde visualise. Comme je sais que vous êtes un petit peu magicienne, vous allez prendre toutes ces cartes et vous allez les lancer en l'air. Elles vont rester en lévitation et dans l'ordre. On va avoir As de cœur, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de cœur. D'accord? Vous les voyez? Chère Alice, c'est vous qui choisissez maintenant. Il y a des cartes qui vont descendre. Les pairs ou les impairs? Instinctivement. Impair. Les impairs descendent tout doucement, vous allez les prendre. On a donc l'As, le 3, 5, 7, 9. Ça y est. Mélangez-les. De cœur. Voilà, parfait. Vous les mettez Ça, c'est pétrir. face à C'est pas vous. bien. Vous les mettez face à vous, s'il vous plaît. Vous êtes droitier ou gaucher? Dans l'ordre, hein, c'est important. Droitier ou gaucher? Droitier. Droitier. Avec la main gauche, vous en prenez une, s'il vous plaît. Dites-nous. Et montrez à la caméra. Le 3. Le 3, d'accord. Montrez à la caméra, c'est bien. Et une autre. Vous êtes juste à côté, vous suivez ce qui se passe sur la table. Hein. Et Le vous 5. Le 5, d'accord. Qu'est-ce qui se passe sur la table? Vous suivez. Donc on a l'As de cœur, Oui. le ton cœur. Le 7, le 7 9. de cœur et le 9. As, 7, 9. Vous pouvez prendre l'As, 7, 9, s'il vous Oui, bien plaît, sûr. sur Agathe. Vous les mélangez, vous m'en donnez 2 et on va revenir à Christophe.
Mais moi, je fais quoi avec mes noirs, là, pendant Attendez. Ici, vous me donnez quoi? Le 7 et le 9. 7 et le 9, d'accord. On revient à Christophe. Vous voulez qu'on échange ou pas? Ah non. Une fois, 2 fois, 3 fois? Ah oui, non, mais moi, vous savez. Attention, hein, vous en avez une physiquement et là, il va falloir en prendre une. Et allez, vous en prenez une. Non, mais ça marche. Ça marche. Prenez-en une. Infernal, celle-là. Laquelle? Le 7. Le 7. Vous voulez changer une fois, 2 fois, 3 fois? Oui, 7, le 9. Vous voulez prendre le 9? Je préfère le 9. Prenez le 9. J'aurais Que les tout choses soient essayé. claires, je vais vous reposer la question. Je sais que vous ne rechangerez pas d'avis, mais je vais vous reposer la question une dernière fois. Vous avez tous des cartes en main. Moi, il m'en reste une. Une fois, 2 fois, 3 fois, jugé vendu. Vous avez tous pris les cartes. J'en ai plus qu'une. Vous en avez une. Je montre la carte. C'est le 7 de cœur. Vous pouvez montrer la carte que vous avez choisie. Le 7 de cœur, précisément. Oh là là, bravo. Bon, Alors, on veut la technique. Bravo. Écoutez, si vous regardez encore ce qui s'est passé, vous pourrez comprendre comment ça s'est passé. Mais Victor évidemment. Vincent. Mais l'idée, c'est de toujours vous donner la sensation que vous avez le choix, alors que vous ne l'avez pas réellement. C'est-à-dire, expliquez-nous. Ah non, je ne veux pas tout vous expliquer. Je vais pas tout vous expliquer. Mais vous nous manipulez. Mais quel est Oui, bien votre sûr. plaisir à nous manipuler? Expliquez-nous, racontez-nous. Moi, le plaisir que c'est que j'arrive à créer du divertissement avec ça. C'est ce que je fais dans mon spectacle. C'est-à-dire que, évidemment, je fais des expériences. Elles doivent être bluffantes sur scène. C'est ça qui est important. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'histoire. Il y a aussi tout ce que ça raconte. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans votre esprit à un moment. Vous le disiez à l'instant, c'est ça que j'ai aimé. C'est de se dire, si ça marche, c'est vraiment incroyable. Voilà. C'est de faire croire en l'incroyable. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui me plaît. Cette rupture avec la réalité. C'est utile dans la vie de tous les jours, juste? Est-ce que vous vous servez de ces techniques-là dans la vie de tous les jours pour duper votre femme, vos amis? Pourquoi? Pour duper. Ah d'accord, j'avais compris, pour tromper. Non mais oui, bien sûr, je m'en sers, mais c'est pas pour duper. C'est peut-être parfois pour avoir un peu plus de tact, ou pour pouvoir être un peu plus sympathique, ou pour aller manger dans le resto que j'ai envie, ou pour aller voir le film au cinéma que Et j'ai justement, envie de puisqu'on voir. parle du quotidien, est-ce que vous avez quelques astuces à nous transmettre pour qu'on puisse un petit peu manipuler notre petit monde? Alors, on m'a posé la question justement il n'y a pas longtemps en parlant des enfants, parce que j'ai 2 enfants, et un exemple. Le soir, ils veulent que je leur raconte une histoire. Le problème, c'est qu'ils ne sont jamais d'accord sur l'histoire. Alors, ce que je fais, c'est que je dis à ma fille, va choisir 5 livres dont tu voudrais que je te raconte l'histoire. Alors, on choisit 5, et ensuite, je dis à mon fils, choisis dans ces 5 un livre. Donc, comme ça, ma fille a le choix, mon fils a le choix, et à la fin, il y a une sorte de consensus. Un peu les élections présidentielles, mais c'est un petit forçage, c'est pareil. Ce qui est important, c'est comme vous allez au lit à 20h. Je ne vais pas leur dire à 20h au lit. Ah non, oh non, je ne veux pas. Non, je leur dis, vous voulez faire quoi? Vous voulez jouer 15 minutes et aller au lit, ou vous voulez que je vous raconte une histoire maintenant et aller dormir? Ils choisissent, mais dans 15 minutes, ils sont au lit. C'est ça. Bon, c'est pas des mal. fois, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que j'ai pas toutes les recettes. Je et puis, bois comme vos paroles. tout le monde, je me trompe, je suis un Exactement. très jeune papa. Mes enfants ont 6 ans, les 3 premières années, j'ai essayé de les maintenir en vie. Là, maintenant, j'essaie péniblement de les éduquer. C'est pas facile. Oh, je connais, Victor, oui, je connais. Bon, alors moi, j'ai envie de continuer à vous voir mentaliser un petit peu tout le monde. André, par exemple, je ne sais pas pourquoi j'avais envie que vous soyez mentalisé par Victor. Je vous invite à aller sur scène tous les deux. Et vous allez voir, vous allez être manipulés. Hein. Oh, oh. Tout va bien, cher André? Tout va bien. On va se dire bonjour comme ça maintenant. Bonjour. Ce qu'on va faire, c'est pas vraiment une manipulation, c'est plutôt vous montrer qu'on ne peut pas faire autrement que de communiquer. D'accord. On va faire un petit jeu tout simple, Ok. avec une pièce de monnaie. J'ai une pièce ici quelque part. J'en ai une. Prenez la pièce, s'il vous plaît. Merci. Vous la mettez dans votre dos, s'il vous plaît. Ok. Pièce de 50 centimes. D'accord. Vous la mettez dans l'une de vos mains et vous mettez vos mains de cette manière, s'il vous plaît, comme ça. Donc la pièce est soit ici, soit là. Vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Droitier. Quand on est droitier, en général, on la prend de la main droite, on la met en main gauche, et ensuite elle revient en main droite. Mais là, à votre sourire, là, il a fait une petite crispation parce qu'en fait, il a envie que ça marche. Donc là, j'ai vu tout de suite que la pièce est là, finalement, en main gauche. C'était exact, allié, effectivement. Bon. Là, c'est parce que je joue de la gentillesse naturelle. Maintenant, essayez de ne rien laisser paraître. Vous prenez, vous mettez dans votre dos. Je vous le dis, normalement, vous allez remettre encore une fois en main gauche. Parce qu'en fait, par esprit de constance, on est fait comme ça. Et même si je le dis, vous allez vraiment avoir envie de le faire. Faites-le. Mettez vos mains comme ça. Normalement, vous l'avez remise là. Et là, vous dites, oh mon Dieu, mais je ne peux pas m'en empêcher, effectivement. C'est ce que vous avez fait. Alors, normalement, si je ne dis rien, recommencez, par esprit de contradiction, elle devrait passer de l'autre côté. Mais, maintenant que j'ai dit ça, vous allez avoir envie de la remettre en main gauche. Et le pire, c'est que maintenant que j'ai redit ça, vous avez encore plus envie de la mettre en main gauche. Et le pire de tout, c'est qu'on pourrait jouer à ce jeu 10 fois, 20 fois, 30 fois. Maintenant, vous êtes dans un piège. Oui, elle est là. Vous ne pouvez plus faire autrement. Alors maintenant, remélangez un petit peu, on va voir ce que vous allez faire.
Comme ça, si c'est encore ici, vous êtes un psychopathe. Si c'est là, c'est que vous êtes une personne bienveillante. Mais on sait tous qu'André est bienveillant. Il a fait ce pourquoi il était programmé, c'est-à-dire que maintenant c'est la rupture. Et la pièce est ici, je le vois dans vos yeux, Calier. Il n'y a plus de mystère pour moi. Bon, allez, on va vous rejoindre. Restez avec nous, Victor, parce que C'est incroyable. là, c'est quand même peut-être au tour d'André, après les tours que vous lui avez faits, de vous mentaliser, parce qu'il est capable de mentaliser, voire d'hypnotiser tout le monde avec sa musique. C'est la musicothérapie, vous savez, c'est le moment qu'on attend depuis 1 heure maintenant. Viens voir le docteur. Alors évidemment, vous allez nous jouer des morceaux qui sont en rapport avec notre thème, la manipulation. On va essayer de deviner ce que c'est. Ok. Alors, cette chanson a été écrite par un compositeur qui s'est fait appeler Sam Brufsky. Déjà, manipulation, c'est pas son vrai nom. C'est quelqu'un de très célèbre qui, par rapport à son interprète, n'a pas voulu lui faire d'ombre avec son nom qui pouvait éventuellement, pas forcément lui faire du tort, mais j'allais dire un petit peu ramener toute la lumière sur lui, exactement. Et vous avez l'indice? Un petit indice peut-être. Patricia Cass. Oh là là, oh là là, bravo. Cette personne n'appartient pas à la race humaine. Sachez-le. Et alors, le Sam Brufsky, c'est Jean-Jacques Goldman. Il est fort, hein? Il est très fort, vous n'avez pas réussi à le mentaliser. Non, à peine 3 petites notes, en plus, voilà. Alors, cette chanson, évidemment, elle va cartonner, succès immédiat. Plus de 2 millions de singles vendus. Et Goldman, quand il fait des chansons avec des interprètes, il a envie, il est un peu comme comme Victor, il retire des informations. Et Cass va lui avouer peut-être qu'elle avait des complexes par rapport à son physique, etc. Et que du coup, quand un mec arrive et qu'il lui dit qu'elle est belle, elle aurait plutôt tendance à fondre, quoi. Voilà. Donc, évidemment, moi, ma théorie, c'est qu'une chanson, s'il n'y a pas un minimum de sincérité, elle ne touche pas le public. Et cette chanson, elle a touché tout le monde. Deuxième chanson. Indice. Alors, on est toujours en la bémol. Donc ça peut être un indice. Moi, c'est un gros indice pour moi. Et là, il y a quelque chose d'un peu martial, comme ça. Ça, c'est un mec qui chante. Ah, Rita Mitsuko. Non, c'est un mec qui chante. C'est un mec qui chante. C'est un mec faites une d'une note seule de chanson. plus quand même, là, c'est pas possible. Ah oui. Confidence pour confidence. Schultes. Voilà, Jean Schultes. Je fou de vous m'aimez, mais pas moi je vous l'aimez. Confidence pour confidence, c'est moi que j'aime comme vous. Alors lui, il le dit carrément, hein, confidence, c'est moi que j'aime à travers vous. Vous m'aimez, moi je m'en fous. Je ne suis intéressé que par moi et tout ça. Et cette chanson, elle cartonne quand même parce que tout d'un coup, elle est en dehors des modes. On n'est pas sur une rythmique spéciale et tout. Et puis il y a cette espèce de mec un petit peu bizarre qui sort un petit peu du cadre. Regardez avec cette drôle de coiffure, ces lunettes, ce petit smoking et tout. Mais la chanson, elle cartonne. C'est cette espèce d'insistance comme ça. Pas facile non plus, c'est un arpège 7e majeur descendant, il va cartonner. C'est sûr que c'est un arpège 7e descendant. Ça, avec Ali, on le savait. Merci André. Merci André, merci Victor Vincent. Je le rappelle, votre spectacle Mental Circus est en tournée dans toute la France du 28 au 31 décembre au Casino de Paris. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Alors Ali, évidemment, on vous retrouve tous les jours. On se fait du bien avec vous sur France Inter aussi, à 10h05 pour votre émission Grand bien vous fasse. Et vous, on vous retrouve à 9h25 précise, juste après Télématin, dans les maternelles sur France 2, bien évidemment. Et quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, même heure, même jour. On se fait du bien chaque samedi matin, même chaîne, voilà. On va pas changer une équipe qui gagne. Il n'y aura que vous, Victor, qui ne serez pas là. Mais sinon, toute l'équipe sera là, mais vous allez nous manquer. À samedi prochain. Merci. Confidence pour confidence.